Tyler Robinson, accusé du meurtre de Charlie Kirk, rit avec ses avocats avant sa première audience dans une salle du comté d'Utah concernant son affaire, et il porte des vêtements civils alors que la veuve de Charlie Kirk répond aux théoriciens du complot qui profitent du meurtre de son mari. Je veux la justice pour mon mari, pour moi-même, pour ma famille, plus que quiconque. Je résume les avancées de l'affaire, ce que l'on sait sur le suspect dans l'affaire Charlie Kirk, et la façon dont les avocats de Robinson s'inspirent de stratégies d'autres dossiers médiatisés. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Angenette Lévy. Cela fait exactement 3 mois qu'une balle d'assassin a ôté la vie de l'activiste et commentateur conservateur Charlie Kirk en un instant sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah. Charlie Kirk n'avait que 31 ans. Il était marié et père de 2 jeunes enfants. Connu pour se rendre sur les campus universitaires afin de défier les étudiants, les invitant à venir discuter d'idées au micro ouvert, tout le monde n'était pas d'accord avec Charlie Kirk, mais il était prêt à dialoguer. Après une chasse à l'homme de 33 heures, les autorités ont annoncé que Tyler Robinson, âgé de 22 ans, avait été placé en garde à vue. La mère de Robinson a expliqué qu'au cours de l'année écoulée, Robinson était devenu plus politisé et avait commencé à pencher davantage à gauche, devenant plus favorable aux droits des personnes homosexuelles et transgenres. Elle a déclaré que Robinson avait commencé à sortir avec son colocataire, un homme biologique en transition de genre. Cela a entraîné plusieurs discussions avec des membres de la famille, mais surtout entre Robinson et son père, qui ont des opinions politiques très différentes. Lors d'une conversation avant la fusillade, Robinson a mentionné que Charlie Kirk organiserait un événement à l'UVU, ce que Robinson a qualifié de lieu stupide pour cet événement. Robinson a accusé Kirk de répandre la haine. Nous avons appris que Tyler Robinson, brillant élève, a quitté l'université après un semestre pour des raisons inconnues. Il vivait avec une colocataire transgenre qui effectuait une transition de homme à femme au moment du meurtre de Charlie Kirk. Et Robinson était une gameuse active sur Steam et peut-être impliquée dans la culture furry. Robinson était aussi active sur Discord et une porte-parole de l'entreprise m'a dit en septembre que le compte de Robinson avait fait des déclarations sur la fusillade après qu'elle a eu lieu. Le procureur du comté d'Utah a lu des textos entre Robinson et sa colocataire dans lesquels il a dit que Robinson avait avoué avoir tué Charlie Kirk. Colocataire, depuis combien de temps tu prépares ça? Robinson? Un peu plus d'une semaine, je crois. Je peux m'en approcher, mais il y a une voiture de patrouille garée juste à côté. Je crois qu'ils ont déjà fouillé cet endroit, mais je ne veux pas prendre de risques. Robinson encore. Je regrette de ne pas être retourné le récupérer dès mon arrivée à mon véhicule. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne ramenais pas le fusil de grand-père. Je ne sais pas si elle avait un numéro de série, mais on ne pourrait pas me relier à elle. Ce qui m'inquiète, ce sont les empreintes. J'ai dû la laisser dans un buisson, là où j'ai changé de vêtements. Je n'avais ni la possibilité ni le temps de l'emporter avec moi. Je vais peut-être devoir l'abandonner et espérer qu'il ne trouve pas d'empreinte. Comment je vais expliquer à mon vieux que je l'ai perdu, bordel? La seule chose que j'ai laissée, c'est le fusil enveloppé dans une serviette. Tu te souviens comment je fabriquais des balles et les putains de messages sont surtout un gros mème. Si je vois Notice Bulge UWU sur Fox News, je pourrais faire une attaque. D'accord, je vais devoir laisser tomber. Ça craint vraiment, putain. Vu aujourd'hui, le fusil de grand-père suffit largement. Je ne sais pas. Je crois que c'était une lunette à $2000. Clin d'œil, clin d'œil. Robinson encore. Supprime cet échange. Encore Robinson. Mon père veut des photos du fusil. Il dit que grand-père veut savoir qui a quoi. Les fédéraux ont publié une photo du fusil et il est vraiment unique. Il m'appelle en ce moment, je ne réponds pas. Robinson. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, mon père est devenu un fervent partisan de Make America Great Again. Robinson. Je vais me rendre de mon plein gré.
L'un de mes voisins ici est adjoint du shérif. Encore une fois, tu es la seule dont je m'inquiète, mon amour. Ça vient du colocataire de Robinson. Je suis bien plus inquiet pour toi, Robinson. Ne parle pas aux médias, s'il te plaît, n'accorde aucune interview et ne fais aucun commentaire. Si la police te pose des questions, demande un avocat et garde le silence maintenant. Actuellement, Tyler Robinson est le seul inculpé du meurtre de Charlie Kirk, mais l'enquête continue. Mais cela n'a pas empêché les théories du complot de se répandre comme une traînée de poudre sur Internet et sur YouTube parmi les podcasteurs et d'autres personnes. Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, a abordé ce sujet cette semaine dans l'émission Outnumbered sur la chaîne Fox News. Chaque fois que nous recevons un indice ou chaque fois que nous entendons quelque chose, nous le transmettons aux autorités. S'il vous plaît, enquêtez là-dessus. Aucune piste ne sera négligée. Je veux que justice soit faite pour mon mari, pour moi-même, pour ma famille, plus que quiconque. Alors pour moi, tu veux continuer à me dire de redescendre pendant qu'on construit? Je n'ai pas le temps pour ça. Mais voilà ma limite à ce sujet. Insulte-moi, attaque-moi, appelle-moi comme tu veux, fais ce que tu veux, ça m'est égal. Mais quand tu t'en prends à ma famille Turning Point États-Unis d'Amérique, à ma famille de l'émission de Charlie Kirk, quand tu t'en prends aux gens que j'aime et que tu gagnes des centaines de milliers de dollars à chaque épisode en t'attaquant aux gens que j'aime, parce qu'ils seraient impliqués d'une manière ou d'une autre? Non. Et il y a des gens qui ont même suggéré que des personnes de Turning Point États-Unis d'Amérique étaient impliquées dans le meurtre de Charlie Kirk. Nous n'avons vu Tyler Robinson qu'une fois, lors de sa première audience au tribunal, par Zoom depuis la prison. Appel de l'affaire 2514-035-7me6. État de l'Utah contre Tyler James Robinson. Pouvez-vous indiquer votre nom? Tyler James Robinson. Merci d'être ici, Monsieur Robinson. Je suis le juge Graff. Lors de l'audience, Tyler Robinson portait une Turtle Suite verte, utilisée pour surveiller les personnes à risque suicidaire. Lors de la comparution suivante de Robinson au tribunal, il est apparu via Webex avec sa caméra éteinte. Je reste fidèle au serment que j'ai prêté il y a 56 jours de soutenir et défendre les constitutions des États-Unis et de l'Utah. J'accomplirai mes fonctions avec fidélité, transparence et impartialité en traitant chaque personne qui comparaît devant moi avec la dignité et le respect qui lui sont dus en tant qu'être humain. Permettez-moi d'être clair, je n'influencerai pas la balance de la justice. Ces procédures seront ouvertes au public, menées conformément à la loi et traitées avec diligence et compétence afin de garantir que la justice ne soit jamais compromise. C'est l'ordre permanent de ce tribunal que M. Robinson soit autorisé à comparaître en personne, afin qu'il puisse pleinement collaborer avec ses avocats et participer à ces procédures judiciaires. Maître, peu importe qui nous observe, que ce soit la nation ou un seul individu, nous devons remplir nos rôles avec intégrité, courtoisie et diligence. Depuis lors, la juge a tenu une audience à huis clos et les médias demandent maintenant sa transcription. La juge Graff a autorisé Tyler Robinson à comparaître en tenue civile pour les audiences préliminaires, mais il devra porter des entraves. Monsieur Robinson souhaite aussi comparaître librement aux procédures préliminaires. Il soutient que des entraves visibles porteraient préjudice au juré potentiel, porteraient atteinte à sa dignité et nuiraient à sa capacité de communiquer avec son avocat. La règle 3414, sous-section 9C des règles d'administration judiciaire de l'Utah, exige que tous les prévenus en détention soient entravés, sauf décision contraire du tribunal. Le tribunal reconnaît que M. Robinson n'a aucun antécédent criminel et aucun antécédent de mauvaise conduite pendant sa détention. Cependant, les accusations auxquelles il fait face sont extrêmement graves et peuvent entraîner des peines de réclusion à perpétuité ou la peine de mort. La sécurité de M. Robinson, des avocats, du personnel du tribunal et du public doit rester la priorité absolue du tribunal. La nature émotionnelle de ces procédures augmente également le risque de perturbation. Compte tenu de ces facteurs, la demande du prévenu de comparaître sans entrave est rejetée. Le tribunal ordonne au service du shérif de procéder à une évaluation individualisée et d'utiliser les moyens de contention les moins restrictifs nécessaires pour garantir la sécurité. Si ces moyens de contention entravent la capacité du prévenu à communiquer avec son avocat
ou à prendre des notes, l'avocat pourra renouveler la requête. Je souhaite également aborder la question du décorum et des restrictions médiatiques. Pour limiter les préjudices, le tribunal ajustera son ordonnance permanente sur le décorum. Les médias auront l'interdiction de photographier ou d'enregistrer visuellement les entraves de M. Robinson, ainsi que de le photographier ou de l'enregistrer lorsqu'il entre, sort ou se tient dans la salle d'audience. En chemise et cravate, Tyler Robinson est apparu dans la salle d'audience du comté d'Utah sous très forte sécurité. Il a parlé à ses avocats et a souri, allant même jusqu'à rire par moments. L'audience avait notamment lieu car les médias veulent accéder aux transcriptions de l'audience à huis clos d'octobre, où la sécurité de la salle a été discutée. Les avocats de la coalition des médias ont écrit que les médias devraient avoir accès à la transcription, en citant plusieurs affaires. Ce droit d'accès a une longue histoire, fondée sur la reconnaissance que les tribunaux rendent un service public et qu'un tribunal ouvert favorise et protège des valeurs sociétales importantes. Il améliore la qualité et garantit l'intégrité du processus de recherche des faits, renforce l'équité fondamentale et l'apparence d'équité dans les procédures, favorise la confiance du public dans le processus judiciaire et l'acceptation de ses résultats, agit comme un contrôle sur le pouvoir judiciaire et permet au public de participer au gouvernement. Bien que les membres du public n'assistent pas en grand nombre aux procédures pénales, les médias jouent le rôle de substitut du public en assistant à ces procédures et en rendant compte au public, ce qui permet ainsi d'informer la population. Maintenant, revenons à l'audience. En fin de compte, nous abordons 3 questions. La première concerne l'enregistrement audio de l'audience à huis clos du 14 octobre 2025 et la transcription de cette audience du 24 octobre 2025. La seconde concerne la demande de l'État visant à modifier ou clarifier l'ordonnance de publicité, aussi appelée ordonnance de Bayon. Et enfin, la requête pour une intervention limitée et la demande de notification des requêtes visant à fermer, sceller ou reclassifier. Et qui a été déposée par les organisations médiatiques et par les avocats présents aujourd'hui. Donc pour commencer, la première partie sera d'aborder l'enregistrement audio du 14 octobre et la transcription du 24 octobre. Cette partie de l'audience sera à huis clos, afin que je puisse entendre les parties concernant les parties de l'enregistrement qui doivent rester sous scellé dans le dossier. Merci Richard Novak. Monsieur Robinson est accompagné de son père, sa mère et son frère. Et nous demanderions à la Cour de leur permettre de rester dans la salle d'audience pendant la partie à huis clos de l'audience. À l'État. Ma seule préoccupation, votre honneur, est que nous discuterons des mesures de sécurité du tribunal. Et je ne sais pas si nous aurons besoin d'entrer dans les détails à ce sujet, mais j'ai des inquiétudes quant au fait que ces questions soient discutées en public. Très bien, monsieur Novak. Avez-vous une autorité qui justifie leur présence à une audience à huis clos? Non, je pense que cela relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider qui est ou n'est pas un membre approprié du public. Je pense qu'ils ont une relation unique avec M. Robinson et qu'ils respecteraient certainement toute ordonnance rendue par le tribunal concernant la divulgation de ce qui se dit à huis clos dépend du tribunal. Merci, monsieur Novak. Je vais décider qu'ils seront également exclus. Étant donné la nature et la sensibilité de la situation, je pense qu'il est approprié de traiter toutes les parties du public de manière égale, même si je reconnais leur relation avec monsieur Robinson. On nous avait dit que les parents de Tyler Robinson avaient contribué à sa dénonciation, mais maintenant ils sont au tribunal pour le soutenir. La plupart des familles soutiendraient un proche dans une telle épreuve, mais nous ne savons pas si cela signifie qu'ils croient réellement en son innocence ou non. Tyler Robinson s'entend avec ses avocats, qui ont indiqué dans des documents judiciaires refuser la présence de caméras en salle d'audience. Et cela me rappelle un peu les avocats de Bryan Kohberger, un autre accusé très médiatisé passible de la peine de mort qui a ensuite plaidé coupable. Les avocats de Kohberger ont également demandé qu'il comparaisse en tenue civile lors des audiences, et ils ont obtenu gain de cause. Mais je ne pense pas que ce soit rare. J'ai vu cette demande acceptée dans plusieurs affaires médiatisées au fil des ans. Maintenant, retour au tribunal après cette session à huis clos. Nous reprenons l'audience dans l'affaire 25140-3576, État de l'Utah contre Tyler James Robinson. Je note la présence des avocats
qui se sont déjà présentés. Nous avons quitté la session à huis clos et avons conclu cette affaire. Cependant, le tribunal a été informé d'un événement qui s'est produit auparavant. Et il me semblait, lors de la partie publique de cette audience plus tôt, qu'il y avait eu une violation de l'ordre permanent de décorum en ce qui concerne la transmission de ces procédures. Je souhaite entendre les avocats, puis je rendrai une décision à ce sujet. Donc, c'était ça la grande affaire. C'était la première audience où Tyler Robinson est apparu en personne dans la salle d'audience en tenue civile et les médias avaient reçu l'ordre de ne pas montrer les entraves de Tyler Robinson. Les avocats de Robinson ont exigé le retrait de la caméra de télévision. C'est notre position, la position de la défense, qu'il y a eu une violation de l'ordre de décorum. Nous comprenons que ceux qui diffusent en direct ont signé et déclaré qu'ils respecteraient l'ordre de décorum et ils l'ont violé. Nous demandons donc une sanction. Nous croyons que les ordonnances de ces tribunaux sont contraignantes et qu'elles doivent être respectées. Nous pensons également que cela menace le droit de mon client à un procès équitable. C'est justement pour cette raison que nous avons déposé une requête au départ pour qu'on lui enlève ses chaînes. Il est de notre compréhension que ces chaînes sont visibles. Nous comprenons également qu'il est possible que certains propos de la table des avocats aient été entendus. Nous prenons certainement davantage de mesures de notre côté pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. Mais il y a également eu des prises de vue des ordinateurs et des documents sur le bureau des avocats. C'est totalement inapproprié et je pense que tout le monde dans cette salle sera d'accord pour dire que c'est totalement inapproprié. Nous demandons donc ici des mesures correctives. Nous demandons que cela se termine pour aujourd'hui et nous pourrons poursuivre après cela maintenant. L'avocate des médias a plaidé pour que les caméras restent dans la salle d'audience. Nous entendons parler de la violation pour la première fois. Nous n'avons pas eu l'occasion de regarder la vidéo, d'examiner l'audio ou d'analyser la capture des ordinateurs. Mais pour ce qui est du tournage accidentel des chaînes, j'ai parlé au photographe du pool. D'après ce que j'ai compris, il y a eu un plan en zoom arrière qui a, par inadvertance, montré les chaînes. C'était inapproprié, c'était accidentel et nous nous en excusons. Ils ont pris des mesures pour s'assurer que la vidéo du pool diffusée au reste du groupe ne contient aucune image de l'accusé et des chaînes. Le juge Graff a fait preuve de beaucoup de bienveillance et il a permis à la caméra de rester dans la salle d'audience malgré l'infraction. Ce tribunal a le droit et exercera le droit de mettre fin à la diffusion de ces audiences. Et je veux simplement avertir toutes les parties, la presse, toutes les parties concernées, que ce tribunal prend cela très au sérieux. Bien que le tribunal croie en l'ouverture et la transparence, cela doit être équilibré avec les droits constitutionnels de toutes les parties dans cette affaire. En conséquence, nous allons faire une courte pause pour permettre le déplacement de la caméra. La procureure demande ensuite de clarifier l'ordonnance de publicité, généralement appelée ordonnance de bâillon. Donc, en d'autres termes, l'équipe de l'accusation, et il n'existe aucune règle, jurisprudence ou loi qui étendent les obligations de l'accusation au-delà de ce groupe, l'équipe de l'accusation. Donc, en ce qui concerne la clarté, nous cherchons à savoir ce que le tribunal entend exactement par témoin. Et nous pensons que le tribunal fait simplement référence à l'équipe de l'accusation, parce que si ce terme va au-delà de l'équipe de l'accusation, alors l'ordonnance est rédigée. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une ordonnance valide et légale, parce que cela entraînerait une restriction préalable de certains propos et, au minimum, aurait un effet dissuasif sur cette liberté d'expression. La juge Graff dit que l'accusation affirme qu'il y aurait apparemment 3000 témoins non experts de l'assassinat dans cette affaire. En raison de la confusion potentielle, ce tribunal fait droit à la requête de l'État et apporte la clarification suivante. Le terme témoin dans cette ordonnance concerne tous les témoins des équipes de l'accusation et de la défense.
Cela inclut tout témoin, y compris les témoins profanes que l'accusation ou la défense croit de bonne foi devoir appeler à témoigner lors d'une audience ou d'un procès. Le tribunal précise également que l'ordonnance de publicité, telle qu'elle est rédigée, régit le comportement des avocats associés à l'équipe de la défense ou au bureau du procureur du comté d'Utah. Elle exige que les avocats respectent la règle 3.6 et afin de dissuader les non-avocats de faire des déclarations préjudiciables, exige que les avocats informent les témoins des interdictions contenues dans l'ordonnance de publicité. Informer les témoins des interdictions et de l'ordonnance de publicité est une étape nécessaire. Informer les témoins des interdictions contenues dans l'ordonnance de publicité est une étape nécessaire pour ne pas permettre intentionnellement, sciemment ou par imprudence aux témoins de faire des déclarations préjudiciables. L'ordonnance de publicité ne régit pas le comportement de toute personne qui n'est pas un avocat associé à cette affaire. Et cette ordonnance sera signée aujourd'hui par moi-même et rendue publique. Il y avait aussi un problème concernant la veuve de Charlie Kirk, Erika Kirk. Apparemment, elle sera exemptée de l'ordonnance de bâillon. Votre honneur, au nom de M. Robinson, nous pensons certainement qu'il est approprié que Mme Kirk soit désignée comme représentante de la victime, si tel est le souhait de l'État. C'est simplement pour qu'il n'y ait aucun doute qu'elle bénéficie de tous les droits qui lui sont garantis par nos lois d'État, et nous n'avons aucune objection à cela. Merci à tous qui partis. Ce tribunal reconnaît mademoiselle Erika Kirk comme la représentante désignée de la victime dans cette affaire. L'avocate adjointe a indiqué qu'ils transmettent les éléments de l'enquête aux avocats de Tyler Robinson, mais ils disent qu'à ce jour, ils ont reçu près de 14 000 dossiers des forces de l'ordre et d'autres pourraient arriver. L'avocate de Robinson a déclaré qu'elle souhaite voir les preuves justifiant que l'accusation demande la peine de mort dans cette affaire. Je veux dire, la procureure du comté a pris une décision très publique, d'annoncer son intention de demander la peine de mort le jour même de l'arrestation, ce qui signifie que l'obligation de nous fournir le motif probable sur lequel ils se sont appuyés pour porter des accusations s'applique désormais à leur intention de demander la peine de mort. Et nous sommes loin d'obtenir ces éléments. Donc, c'était leur décision de rendre cela public. Cette décision est généralement prise 30 jours après l'audience préliminaire. Ils l'ont prise à l'avance et maintenant, ils ont l'obligation de me dire ce qui aggrave la situation et sur quoi ils se sont appuyés pour faire de cette affaire une affaire passible de la peine de mort. Et nous n'avons pas reçu cela, donc j'attends, mais je voulais simplement le préciser pour l'instant. Le juge Graff décidera à la fin du mois de publier ou non le procès-verbal des audiences d'octobre avec ou sans caviardage. Et pour l'instant, l'audience préliminaire est prévue pour 3 jours en mai 2026. Tyler Robinson reste en prison, détenu sans possibilité de libération sous caution, alors que les procureurs requièrent la peine de mort contre lui. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angenette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois